une assistance il y a vraiment c'est la crème quelque sorte de la région, c'est vraiment Francis merci beaucoup. Merci l'écrivain et un ami aussi, Hassan Elnas. C'est grâce à qu'ils ont l'association, le café littéraire, mais c'est grâce à Bilal que nous avons encouragé les titres. Il y a des choses qui t'attirent, qui vont vraiment t'attirer, on va remercier le maire, monsieur le maire, et nous a facilité la tâche. Après, c'est demandé, il nous l'a accordé avec vraiment sans difficulté. Le remercier d'Arniblia, ou les adjoints, qui était rattaché aussi. Donc, l'association qui était un peu difficile. Il y a du vide, un grand vide, un grand vide, c'est absorbé par autre chose. On est absorbé, il absorbe l'attention des gens, on est absorbé, c'est malgré nous, malgré la jeunesse, il y a d'autres choses qui attirent notre attention, il y a de l'argent qui circule, il y a donc c'est un peu difficile parce qu'il y a la culture. Alors que sans culture, on dérive vers quelque chose de très dramatique. Vers la Bible, quelque chose qui est la République de la Bible. Donc pour compte un cas, si bien, moi j'ai نزمرس الكازال نشبه سوا شو بس لا كولتور نزمر في كود ميتيشي ساعات يزاد في تسمى اللعبه غورسا كتسمى روقاسا كتسمى نزمر سي بيان سي تاع تو مي سي اون لاس كي اورفنا اخذ دوي catastrophe. Alors on va l'investir dans le sens un il va détruire le site, il va détruire l'abd d'armée. Alors donc ça nécessite de sensibiliser il y a autre chose dans la vie. Pas uniquement ça, la culture des la culture de la chose, mais uniquement la littérature, il y a la musique, il y a le théâtre, il y a le cinéma, il y a tout. Donc on peut encadrer l'exemple pour bien يتسدون الكلمة هذه الحال باش نلاقي وروح واش نرى العمل الزمرة ديال دي فار parce que c'est des exemples العملية vieillis c'est des phares ونزل نتكلم في الناس مي دا شو تسكرت في l'autre génération عندها ما ديريفيش نكمي اسكو كاين شي tu n'as rien foutu اي كيما مصبرات وكرا كنا غسلا كاين اي كيما tu n'as rien foutu et ben ils peuvent manger donc il a comme مرة l'association اللي ماشي تكون العباد تدخل mais والله سي ouvert تاع شو pour tout le monde وين نعيش هنا الشارع حتى d'ailleurs on remercie العباد المراخي là que soit des élus que soit vraiment كان نفوت نستعرف vraiment c'est extraordinaire ولا الشارع le citoyen le musicien artiste يبغى يديك الشارع وين اختي ديك اخي عاون باش اختي ديك هذه لي اكتور ماشي زعما وين هذه لي اكتور دو دون هذه لي اكتور هذه لي سكوندير الاكتور برينسيبال ماشي تبغي ولا با شي ساعه ماشي حاجه نبغى ابدا دونك فايدة ديال لاسوسياسيون اسمها لاسوسياسيون اسكي سي قرا سي ليفي راسبير ليفي la société, bon, elle est, je sais pas, on va dans cette discussion, même le clip, ça va nous servir pour nous suivre avec l'expérience, ça va nous servir. Le clip, ça va nous forger aussi, parce qu'on a comment agir. Et il a voilà où c'est l'association. Donc, on remercie l'inauguration du café littéraire grâce à M. Hassan Elnas, l'écrivain. Nous avons encouragé de travailler au Canada, donc là, j'ai voulu faire quelque chose de la région, et j'avais bien que je suis là, et quand même, c'était un peu difficile. On n'a pas cru, mais enfin, être là, on l'a on dirait vraiment. Je vais présenter l'écrivain, et passer la parole de M. l'écrivain. Merci bien, merci de voir l'invitation de merci beaucoup. Donc, je tiens à vous présenter l'auteur. Alors, Younes Hassan, j'espère que les gars. Oui, donc, M. Younes Hassani, natif d'Etaïssan, de Caucase, où il a accompli le parcours scolaire
pour partir ensuite sur Alger, d'où il est revenu avec une licence en journalisme. En 2001, il part continuer ses études à Paris, en France, où il obtient un DUA, dans des études approfondies. Après avoir soutenu sa thèse sur l'œuvre romanesque de Moulin de Marie, en 2006, il continue son chemin pour s'installer cette fois au Canada, où il exerce le métier d'enseignant. Son premier roman, La couleuse du vent, dans la thématique qui s'articule autour des identités multiples versus les identités meurtrières, apparaît en 2016. Et en 2017, soit une année plus tard, apparaît son deuxième roman, La République de l'âme, un livre qui traite de l'islam politique et de vivre ensemble, qui a été salué unanimement par la critique. Alors, j'ai un petit résumé sur le livre, sur le roman, un livre intéressant, à découvrir, bien sûr, apportant de nouvelles pistes de réflexion sur certains sujets et certains phénomènes d'actualité. Une lecture qui nous soulève l'esprit, qui nous inspire des sentiments nobles et courageux. Une œuvre littéraire qui repose sur une histoire inventée, bien sûr, une fiction qui relate les dommages, la cruauté, aussi les abus d'un mode de gouvernement fondé sur la souveraineté divine. Le pouvoir est exercé par des représentants de Dieu qui ont permanent jusqu'à nos jours, et en demeure, un pouvoir qui interdit la différence, bannit l'art, diabolise l'individu. Le fait de simplement d'exister au sein de cette République, c'est l'enfer. Donc la République de la vie, mais aussi un roman qui illustre la vie. Il manifeste un optimisme déconcertant face à la terreur et à la violence, qu'il a la comporteur, qu'elle aura la capacité de l'individu à surpasser les obstacles et les malheurs qui caractérisent son chemin, bien sûr. Donc, c'est ça mon résumé. Je ne vais pas prendre aussi du temps. Je vais faire passer la parole à M. D'abord, je tiens à vous remercier pour l'invitation. Je suis honoré que vous ayez eu le courage et l'audace d'aller jusqu'au bout. Et puis aujourd'hui, un café littéraire aimé, un café littéraire qui, j'espère, va enfin représenter une région, une Tichy encore plus profondément. Une société plus ancrée dans la prospérité, dans l'universalité, dans la laïcité, dans la démocratie, pour dépasser cette idée saugrenue que Tichy est juste une idée. Je pense, j'ai toujours eu des amis de la région, et tous aussi voués à la question du vivre ensemble, tous aussi intéressés par la nécessaire harmonie que l'on doit créer. Donc bravo, merci d'être là. C'est toujours difficile de commencer à prendre la parole devant un public, à plus forte raison quand on prend la parole chez soi. Je fais partie de vous, vous faites partie de moi. Mon œuvre est ancrée dans une certaine mesure, mon œuvre puise son encre dans toute l'académie, dans toute la vie. Alors, pour la énième fois, merci. Je vais vous parler un petit peu de la République de la vie. C'est mon deuxième roman, apparu en 2017 au Canada avec les éditions L'Interdit. Et je répète à chaque conférence que c'est un sujet d'une actualité brûlante et que c'est un sujet dont beaucoup d'éditions avaient hésité à publier pour la simple et bonne raison que le sujet trotte, la question de l'islam politique, qui s'accapare de plus en plus l'espace public dans nos sociétés dites musulmanes, mais aussi en Occident, où les flux migratoires obligent les sociétés occidentales à repenser le vivre ensemble. La République de l'Abîme est une dystopie. Une dystopie, c'est un gouvernement qui fonde sa légitimité sur la souveraineté divine. Dans la République de l'Abîme, il s'agit d'une histoire qui se déroule grosso modo à Fès, la ville que j'ai inventée, Fès, parce que un concept comme Fès, je trouve qu'il est génial. Il est dans la bouche de
de chaque berbère. Et Zefez signifie lumière, et pour moi, il sonne un petit peu le siècle des Lumières. Il sonne un petit peu Voltaire, Diderot, Gotthold Lessing. Il sonne un petit peu tous ces gens grâce auxquels la modernité est née. Tous ces gens grâce auxquels un concept comme la tolérance est né. Et donc, l'histoire se déroule à Zefez. C'est un pays gouverné. C'est un pays gouverné par des califes, par une république islamique depuis deux décennies au moins. Le roman commence tout de suite par une violence inouïe. Un enfant à qui on décide de couper la main pour la simple et bonne raison qu'il ait volé une boîte de sardines. Il se trouve dans une situation où, croyant naïvement que sa main, comme les dents, finira par repousser. Alors, il ne prend pas la chose au sérieux. Au moment où le coupeur veut lui couper la main, il dit « Est-ce que vous allez me donner cette main ?» Et là, le coupeur lui dit « Pourquoi on me donne cette main ?» Il dit « Parce que, comme la dent, à chaque fois que je perds une dent, je la jette du côté du soleil et il finit par repousser. » Alors, un unijambiste s'écrie en éclatant de rire « Ça serait bien que moi aussi, ma jambe repousse. » Donc, l'histoire commence tout de suite par une violence incroyable pour dire qu'est-ce qui se passe dans cette république. Un enfant à qui on coupe la main, ça veut dire une société qui bannit l'individu, ça veut dire une société qui fait une lecture littéraliste du texte sacré. Ça veut dire aussi une dictature, et la dictature, moi je traite de la théocratie qui puise sa légitimité dans un texte sacré, mais c'est valable aussi pour les idéologies. Toutes les idéologies meurtrières, celles qui ne laissent pas la place à l'autre, celles qui pensent qu'il y a une seule vérité, la vérité unique, exclusive, indiscutée et indiscutable. Alors, je vais vous résumer un petit peu l'histoire de la République de la Vigne, je ne vais pas m'étaler. L'enfant, donc, le roman commence tout de suite avec cette violence. Et il s'agit d'une histoire qui s'articule autour de trois personnages principaux. Echel pour dire l'ancrage dans un espace. Judurgen, en vérité, c'est une ruse pour dire Ludwig, parce qu'il faut savoir que dans les sociétés tyrannisées, généralement, il y a un livre très intéressant de Tessa Lisiassine qui s'appelle La ruse des dominés quelque chose. Lui parle comment la mémoire survit à la dictature, à la tyrannisation, à l'uniformisation, en essayant de survivre, de contourner l'interdit. Alors, Judurgen, il existe plein de villages en Afrique du Nord, par exemple, qui ont pris des nominations plus ou moins traficotées, on va dire, pour échapper soit à la censure, soit à l'interdiction, etc. Trois donc jeunes universitaires chômeurs essayent de réfléchir comment s'en sortir dans cette république que Echel va appeler la République de la Vigne. La Vigne, c'est un gouffre sans fin. Le titre m'est inspiré beaucoup de choses, entre autres d'une nouvelle d'un roman de Jack London, Le peuple de la Vigne. Alors les trois amis, ils n'arrivent pas à comprendre qu'est-ce qui se passe dans cette république. Une république qui interdit les arts, qui interdit la musique, qui peut tuer un être humain pour la simple raison qu'il ait lu un livre. Les livres, ils se transmettent clandestinement comme des armes. C'est-à-dire, les révolutionnaires des Moudjahides, de la révolution algérienne, la guerre de libération algérienne, transportaient les armes clandestinement à Dodane, à Doudou, etc. Et bien, dans cette république, les livres se lisent, par exemple, en les faisant transporter par des armes clandestinement. C'est-à-dire, il était une fois, on transportait des armes pour se libérer de la colonisation, et bien, désormais, c'est les livres qui ont pris la place des livres parce qu'il n'y a pas plus subversif, plus dangereux pour une dictature qu'un livre. Et puis, les trois garçons, ils se posent des questions, comment s'en sortir. Qu'est-ce qui se passe un jour? Un imam soufi, pourquoi je dis un imam soufi? Parce qu'il était une fois un islam en Afrique du Nord, avec toutes ses faiblesses, avec toutes ses forces, où la
cohabitation et l'harmonie avec d'autres religions était possible. Les Juifs ont vécu l'âge d'or avec les musulmans. Il était une fois, il était possible d'être chrétien en Algérie, enfin en Afrique du Nord, parce que l'Algérie n'existait pas encore. Donc, et puis cet islam, c'est un islam traditionnel qui ne trouvait pas que Hamza, attend pour Dieu, que Hamza est contraire à la religion vraie, entre parenthèses. Il était une fois, on fêtait des fêtes comme Baba Blok, etc. Il était une fois, il y avait une place encore pour le paganisme, malgré le monothéisme. Et puis cet imam, Sophie, retraité, un jour, parce qu'il y a une sécheresse depuis longtemps, il dit, et si on fêtait un zar comme le fêtaient nos ancêtres? Peut-être que la pluie finira par verser quelques gouttes. Et malheureusement, dans une société tyrannique, c'est une société où tout le monde surveille tout le monde, et presque inconsciemment, parce que tout le monde a peur pour ses enfants. On est dans une société presque autonome d'inquisition, et c'est comme ça que fonctionne la dictature. La dictature, ce n'est pas le dictateur qui est puissant, c'est un système qui est instauré dans une société où l'on propage un petit peu la peur et du coup, tout le monde devient inquisiteur. Dans une société théocratique, tout le monde fait d'apparence semblant d'être uniforme, mais à la maison, on déteste, on aime, on chante, on danse, on boit de l'alcool, etc. Donc, un jour, cet imam Soufi, un imam, a décidé de l'apostasie, ça veut dire les amis. Donc il a dit, la justice divine a décidé de le condamner publiquement. Un jour, l'un des trois personnages, et qui a l'ambulance, il reçoit un courrier à l'intérieur duquel il y a un CD. Le courrier lui dit, voilà, et tu dois chanter une chanson, la chanson d'Azar, le jour de la pendaison publique du chef Soufi. Parce que tout le monde sera dans le stade, c'est assister à la pendaison. Ça fait partie des rituels d'une république comme ça, est un devoir, est une obligation. Et donc, vous profitez d'un petit moment comme ça, vous mettez le CD dans le haut-parleur de la mosquée, et après cela, vous avez tout un chemin, on lui indique son endroit, un chemin qu'il faut aller pour rejoindre un village, plus ou moins légendaire, qu'on appelle le village des poètes. Une rumeur circule qu'il y a un village dans le Mali, dans les frontières avec le pays voisin, à l'intérieur duquel la lutte s'organise, des gens qui croient qu'une vie citoyenne, une vie démocratique, une vie laïque est possible. Ils essaient de repenser le vivre ensemble pour détrôner cet état tyran installé depuis plus de 20 ans. Alors, c'est ce qui se passe. Il se passe que la jour de la pendaison, on fait jouer la chanson d'Hamza, c'est une chorale d'enfants. Et inconsciemment, le peuple ou les peuples, c'est un concept, chante avant la pendaison du chef Soufi, inconsciemment la chanson d'Hamza. Alors, il se passe qu'on dirait qu'il y a quelque chose qui va éveiller, ne serait-ce qu'un tantinet, la mémoire qu'on croit effacer. Et puis les deux grands-pères, en fait, parmi les trois amis, il y a un ami qui désiste. Achel et Elias vont prendre le chemin tel qu'indiqué dans le courrier. Ils sont condamnés à mort pour contumace, le chef Soufi est pendu, et puis ils vont aller leur chemin dans l'espoir d'atteindre un jour le village des poètes. Et tout au long de leur chemin, ils vont rencontrer, par exemple, un gars qui ressemble à Noé. C'est Noé. C'est à Noé. Noé, il sauvait les espèces. Il prenait de chaque espèce un mâle et une femelle. Mais le bonhomme qu'il a trouvé, un vieux retraité, il ne sauve pas les espèces. C'est un Noé qui sort à la place des espèces de la musique. La musique est interdite. Et donc lui, il s'occupait de ramasser le maximum de musique, du charbi, de l'indalou, du berbère dans toutes ses variantes, du yad, du moderne, du classique, etc. Et il le dispatche dans tout le pays, parce qu'il a une caverne loin
dans la montagne. Pourquoi j'utilise la montagne? Parce que l'islam politique croit davantage dans la ville. Et si on prend par exemple l'exemple de l'Iran, il est vrai que les campagnes sont plus conservatrices socialement, mais en même temps, l'emprise de l'islam politique, c'est-à-dire de l'islam officiel dans la campagne, est moins. C'est difficile de faire parvenir à nos mamans, nos vieilles mamans, un l'islam intransigeant d'aujourd'hui. Maman et nos ancêtres, nos pères prient, et on se dit aujourd'hui que malheureusement, nos mamans sont plus ouvertes que les docteurs, de plus en plus, avec le respect que j'ai pour la majorité d'entre eux, sont plus ouverts parce que c'est une politique uniformisée. Donc, ils rencontrent ce bonhomme. Ce bonhomme, il dispatche la musique grâce à 3 musiciens. 3 musiciens qui sont originaires, les 3, d'un village qui s'appelle le village des musiciens. Pourquoi le village des musiciens? C'est un village que j'ai, il y a très longtemps, enfin c'est une histoire qui m'a été inspirée indirectement d'un ami. Je me suis dit, lorsque j'écrivais le roman, tiens, c'est bon du tout. Je vais imaginer un village qui fabrique de la musique, qui fabrique des instruments de musique, et qui, dans le village, vit entièrement de musique. Donc c'est un village que j'ai imaginé un petit peu du côté de l'ouest. Ils vivent essentiellement de musique, la plupart de ces gens sont musiciens. Et la musique se transmet en génération en génération, comme les oliviers, comme les champs. Et ce village a été décimé, il a été effacé par la République théocratique, parce qu'il est dangereux, parce qu'il n'y a pas plus dangereux que l'art, parce que l'art, généralement, le livre, contrairement aux idéologies meurtrières, il inculque la différence, la multiplicité, il inculque la diversité. Alors, le contraire de l'idéologie meurtrière qui dit il y a une vérité, il faut faire comme ça, sinon tu sors du bon chemin, etc. etc. Et les 3 amis qui étaient des rescapés, c'est-à-dire parmi les races survivantes du village de musiciens qu'on a exterminé, j'ai imaginé que ce village, au fond, était originaire d'Andalousie, de l'Andalousie. De l'Andalousie, pour dire l'Andalousie, en 1492 ou 96, quand les derniers musulmans, enfin, pas les derniers, je veux dire, l'événement majeur de la reconquête espagnole, ont été chassés d'Espagne, les musulmans essentiellement, les morts. Des historiens racontent que beaucoup d'entre eux étaient rentrés en Afrique du Nord avec une clé dans la bouche. Parce qu'ils avaient l'espoir un jour de retourner dans leur maison, en Andalousie, à Grenade, à Cordoue, etc., pour rouvrir la porte de leur maison. Donc ils ont vécu de génération en génération avec une clé symbolique. Et les personnages qui dispatchent la musique, je les ai imaginés. L'un d'entre eux chrétien, parce qu'il y avait dans l'Inquisition espagnole, dans la reconquête espagnole, il y avait des juifs, des musulmans, des chrétiens qui faisaient partie des gens chassés, pour une raison ou pour une autre. Et donc j'ai imaginé un chrétien, un musulman et un juif, que j'ai fondé sur l'allégorie de l'anneau. Je vais vous la raconter pour vous mettre dans le contexte, même si j'ai des amis qui ont déjà écouté l'allégorie. Est-ce que je peux la raconter quand même? Évidemment. Alors, l'allégorie de l'anneau, j'ai utilisé cette allégorie dans le roman parce qu'il y a une œuvre dramatique écrite par Gotthold, en 1800, je pense, je ne me rappelle pas exactement, de façon du 19e siècle. C'est une œuvre qui raconte une histoire extraordinaire. Et ça fait partie des premières œuvres, fait partie déjà des grandes œuvres des Lumières qui ont changé notre conception du monde, qui ont fait naître la modernité ensuite. L'une des plus grandes œuvres qui ont poussé la tolérance d'une manière encore plus approfondie. La tolérance, ça veut dire accepter l'autre. Mais lui, il est allé encore plus loin en disant non seulement il faut accepter l'autre, il faut que l'autre peut m'enrichir. L'autre peut être une partie de moi. Grâce à l'autre, je peux m'épanouir davantage, je peux être meilleur.
Il raconte une histoire qui se déroule au XIIe siècle. Au XIIe siècle, il y avait un génocide, parmi les plus grands génocides de l'histoire, c'est celui que nous avons appris par exemple à l'école, Al-Hurub As-Samidiyya, les grandes croisades. Les historiens parlent d'un chiffre, quelque chose comme 2 millions d'êtres humains qui ont été assassinés dans un monde, dans une planète qui contenait 200 millions d'êtres humains. Donc c'est dire que c'était effarant, c'était énorme. Et pendant cette inquisition, pendant les croisades, on connaît tous Saladin, le grand Saladin, qui était, on va dire, grosso modo, le gouverneur de la Palestine. Sultan, on peut l'appeler comme on veut. Et Saladin était insubmersible, il était un grand stratège. À l'époque, on avait décidé, le pape, ce qu'on appelait les croisés, d'une stratégie pour tuer Saladin, c'est-à-dire il faut couper la tête, ensuite on va reprendre la Palestine. Et là, on lui a envoyé plusieurs templiers qui étaient ultra entraînés pour l'assassiner. Mais il se trouve que Saladin était tellement rusé, tellement tacticien, tellement très au fait des faits de guerre, qu'il a déjoué le temple. Il a fait assassiner tous les templiers. Il restait un seul templier. Au moment où le tueur, le coupeur de tête allait lui couper sa tête d'un sabre, Saladin regarde le garçon, le templier, et découvre quelque chose qui lui rappelle quelqu'un. Il dit au tueur, au coupeur de tête, arrête. Il dit, comment tu t'appelles? Il lui raconte ça. Et de plus en plus, il prend conscience qu'en fait, le templier était son neveu. Son frère, l'un des frères de Saladin, était devenu chrétien. Et son fils a fini par être l'un des croisés, l'un des gens envoyés pour tuer Saladin. Et là, il découvre que c'était en effet le fils de son frère. Donc il ne va pas le tuer. Et l'histoire, il se construit comment Nathan le Sage, qui est juif, l'œuvre dramatique, si vous en avez l'occasion, c'est une œuvre, à mon avis, à enseigner dans toutes les écoles du monde. Parce que ça apprend la tolérance, ça apprend le vivre ensemble. Il s'appelle Nathan le Sage. Faites Nathan le Sage sur Internet, vous allez tomber sur l'œuvre de Cotton Kessing, et il existe même sur Internet. Et donc, l'histoire va se tisser. Le templier, neveu de Saladin, il va tomber amoureux de la fille adoptive de Nathan le Sage, etc. C'est une longue histoire à lire. Mais un jour, Saladin, dans son palais, il y avait lui, il y avait Nathan le Sage, il y avait son neveu le templier, ou l'ex-templier. Et il dit à Nathan le Sage, ah merci beaucoup, avec ça, il lui dit, toi tu es juif, Nathan, mon neveu est chrétien, moi je suis musulman, quitte-nous trois, détiens la vérité. Nathan le Sage, il va lui raconter l'histoire, il lui dit, il était une fois un homme qui a trouvé un anneau par terre. Et cet anneau est magique. Il a le pouvoir de susciter l'amour. Dès que tu le mets à ton doigt, tous les gens vont t'aider. Et tu vas avoir un sens de la sagesse et du discernement très élevé. Et c'est un anneau qui procure beaucoup de vertus, beaucoup de qualités à celui qui le porte. Et puis le papa, il a gardé ça comme secret. Et puis un jour, au lit de sa mort, parce qu'il convoque son fils, il lui dit, mon fils, c'est un anneau qui procure le pouvoir de dire la vérité, le pouvoir d'être sage, d'être aimé par les gens. Détiens-le, ne le dis à personne et transmets-le à ton fils quand tu au lit de ta mort. Alors l'anneau, il se transmet de génération en génération. Un jour, il aboutit à un papa qui a 3 garçons. Et le papa, il les aime d'un amour, comme n'importe quel papa ou n'importe quelle maman, d'un amour qui ne peut pas être partagé. Et là se pose la question de l'examen, à qui offrir l'anneau? Il a pensé dans sa tête, je vais offrir lui, à lui, non. Au final, une idée, un ami lui a conseillé, lui est venu à la tête, de se faire fabriquer 2 anneaux pareils, 2 anneaux identiques. Et il fait croire à ses enfants, chacun à son tour, en convoquant tout seul à son lit,
tiens, c'est l'anneau. C'est l'anneau qui procure le pouvoir de la vérité, qui suscite l'amour, etc. Il lui dit, mais ne le dis à personne, le tien est le vrai. Convoque son autre fils, il lui raconte la même histoire. Convoque son troisième fils, il lui raconte la même histoire. Donc, le papa meurt, quelque temps plus tard, et chacun est parti avec l'idée que c'est lui qui détient l'amour de la vérité. Quelque temps après la mort du papa, le problème éclate. Petite querelle, l'un des fils dit, non, mais l'un des frères dit, mon papa m'a dit que mon amour, il détient le pouvoir de la vérité, donc c'est moi qui ai raison. Et l'autre fils, il dit, non, papa, il m'a dit que c'est à moi. Voilà. Et puis ils vont aller voir le juge ou le sage de l'époque, il leur dit, votre papa était quelqu'un de très intelligent, très sage, au lieu de vous bagarrer la préférée, vous mettre entre vos mains un anneau en vous disant que c'est celui qui détient la vérité, etc. Mais en vérité, l'anneau de la vérité, il appartient à celui d'entre vous qui va faire son mieux pour être honnête, pour être intègre, pour être généreux, pour être une personne honnête, etc. Revenez par ailleurs dans le bilan, vous avez trouvé quelqu'un de plus sage que vous. Il va vous dire à qui appartient le vrai anneau. Donc c'est une allégorie. Et maintenant, c'est une allégorie qu'a raconté Nathan le sage à Saladin pour dire qu'en vérité, personne de nous trois ne détient la vérité. Personne. La vérité est une construction de tous les jours. Parce que si on croit que la vérité, je détiens la vérité, ça veut dire que je t'exclus du bénéfice de la discussion. Tu ne peux pas me discuter une vérité. La vérité est remplacée par la certitude. Et donc le fanatisme, l'intégrisme, l'extrémisme. Donc, cette histoire des trois musiciens, un juif, un chrétien, un musulman, pour dire aussi qu'il était une fois des gens cohabités au XIIe siècle déjà, dans une Andalousie raffinée, qui a écrit la première étude comparative des trois religions monothéistes, Ibn Hazm, qui a exporté la guitare en Occident, Syrienne, et la gastronomie, qui a déjà eu un grand philosophe comme Ibn Rushd d'Averroès, qui disait déjà, qui était déjà féministe, qui disait les sociétés musulmanes en général se privent de 50% de leur force parce que elles travaillent avec 50% de ses forces. Les femmes, ils sont cloîtrées à la maison, elles ne font confronter. Alors qu'ils peuvent être mamans, être des travailleuses, être des agents de changement, de transmission, des agents qui influent le vivre ensemble d'une manière encore plus significative. Donc, de cette rencontre, Achab et Elias, ils commencent à remettre en cause déjà l'idée d'aller au maquis du village des poètes. Ils commencent à grandir à travers leur rencontre. Ils vont rencontrer un autre type, un vieux qui est un puisatier, qui est un puisatier, c'est puisatier, ils ont des bâtons, voilà, en tout cas, ils ont l'art de détecter là où il y a. Voilà. Et ce puisatier est le seul, avec son fils qui s'est exilé en Italie, est le seul survivant d'un autre village décimé, exterminé. Un village de puisatiers. Pourquoi il a été exterminé? Je parle de l'histoire. Parce que le calife, le grand calife, est un grand trafiquant de drogue. Pour dire quoi? Pour dire que, quelle que soit l'idéologie au pouvoir, son but c'est le pouvoir. Elle va produire un discours qui n'a rien à voir avec la pratique de la vie quotidienne. Donc le puisatier, il raconte l'histoire de son village décimé. Et puis, plus loin, ils vont rencontrer au pied d'un olivier, d'une fontaine, une femme qui s'appelle Daya. Daya pour dire la Kahina, la grande Kahina. Et une grande transmetteuse de la mémoire et une passionnée de la mythologie d'Amérique. Si vous permettez, je vais vous parler un petit peu de la mythologie. La mythologie que nous connaissons le plus aujourd'hui au monde,
c'est la mythologie grecque. Pourquoi la mythologie grecque a façonné notre manière de penser? Lorsqu'on dit Tot chrono, ça veut dire, on fait référence à Chronos, le dieu des temps chez les Grecs. Lorsqu'on dit une éolienne, on fait référence à Éole, le dieu des vents. Lorsqu'on dit plein de mots comme ça, qui ont été en quelque sorte gravés dans nos mémoires quasi inconsciemment, on fait référence à la mythologie grecque qui a pensé le monde grâce à la puissance de toutes les civilisations et de tous les empires qui ont eu, contrairement à nous, la puissance de l'écriture, la capacité à éterniser, en fait, à mettre sur écrit pour le transmettre d'une manière encore plus méthodologique la même main. Donc, on se réfère beaucoup à la mythologie grecque et les mythes sont à l'origine des peuples, à l'origine des États, à l'origine des appartenances communes. Qu'est-ce que c'est qu'un pays, un État, un continent? Ce sont des fictions. Des fictions. Si on prend par exemple l'Algérie, elle est faite comme un bocal. Mais par exemple le Moyen-Orient, l'exemple du Moyen-Orient, on dit que le Moyen-Orient, les frontières ont été tracées par des officiers paresseux. C'est-à-dire on a parfois un village où le frère habite ici, la sœur ici, et puis l'officier qui a tracé ça au découpage du monde se dit non mais il y a l'un d'eux qui dit mais il y a un frère ici, une sœur ici, je caricature. Et l'un d'eux dit non mais coupons deux. Et ça fait des États avec des lignes rectilignes qui n'ont rien à voir avec la réalité du monde. Mais qu'est-ce que je veux dire par la fiction? La fiction, ça veut dire par exemple nous en tant qu'Algériens, on a une appartenance commune, on se fonde sur des mythes pour dire que nous appartenons à la même patrie, nous appartenons à quelque chose qui est plus grand, par exemple la libération, par exemple notre histoire plurimitlénaire qui date de plus de 1000 ans, etc., etc. Mais contrairement aux sociétés, on va dire entre parenthèses, avancées, parce que je mets toujours entre parenthèses, parce avancées ou non avancées, au fond, ça ne veut rien dire. Mais on va dire comme ça, ils exploitent les mythes au maximum. Quand on parle par exemple de Jeanne d'Arc, c'est un mythe. Mais c'est un mythe qui a été tellement travaillé que tous les Français s'y réfèrent. Je suis enseignant au Canada et je parle toujours à mes élèves, je leur parle comment se construisent les mythes. Regarde par exemple une bande dessinée comme celle d'Astérix. Il a créé un imaginaire dans lequel tous les Français se reconnaissent. Une Gaule insubmersible que même la puissance de César n'arrive pas à effacer, à conquérir, etc., etc. Et pourtant, dans l'histoire, la Gaule n'a rien à voir avec la Syrie de la bande dessinée de Uderzo et Goscinny. Quand on parle par exemple des pays comme le Canada, comme les États-Unis, comme tous les pays d'Amérique, je parle au moins des États modernes, ils ont une histoire qui commence avec en 1912. D'ailleurs, il fait fi des civilisations précolombiennes. J'ai déjà enseigné les civilisations précolombiennes, la civilisation aztèque, la civilisation maya, la civilisation inca. On dirait que l'histoire des Amériques commence en 1492. Alors c'est faux. Des Amérindiens, des autochtones, y habitent depuis plus de 50 000 ans. Comment tu dis aujourd'hui que ça commence en 1492? Bref. Ce que je veux dire par là, nous par exemple, des mythes comme Anza, des mythes comme, dans notre région, j'ai essayé de revivifier ce mythe séculaire. Il y a une histoire que vous connaissez tous, qui s'est passée avec la grotte Féry d'Algas, où nos mamans nous racontaient que, en fait, les sculptures que nous regardons et voyons à l'intérieur de la grotte ne sont pas des roches. Ce sont des êtres humains qui ont été statifiés il y a longtemps. Un jour qu'une maman, en pleine fête, n'ayant pas trouvé de tissu ou d'eau pour laver les selles de son petit bébé, il a eu recours à un métro, c'est-à-dire et donc, celle-là s'est mise en colère, soudainement, le ciel s'est mis à meugler, à hurler, le tonnerre, etc. Et celle-là est apparue et les a transformés
en roche, elle les a statifiées. D'où ces sculptures qui, grâce auxquelles, par exemple, la grotte féerique est une attraction touristique. C'est un merveilleux guide. Si vous vous rappelez du film L'Orgueil et le bâton de Ahmed Rachdi, tiré du L'Orgueil et le bâton de Moulin Mamri, d'ailleurs, Moulin Mamri n'était pas du tout satisfait. On a fait de son film un film western, parce que Moulin Mamri, dans L'Orgueil et le bâton, il raconte quelque chose d'encore plus profond, que des gens bons et mauvais d'un côté et mauvais d'un côté. L'Orgueil et le bâton, c'est quelqu'un qui traite de la guerre d'un point de vue historique, c'est-à-dire il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui sont d'un côté ou de l'autre, parce que l'histoire parfois nous emporte dans son sillage, dans sa puissance. Et il raconte par exemple les tiraillements entre les marxistes, les nationalistes, les gens qui ne voulaient pas faire la guerre. Le personnage central, le docteur Lazrag, se retrouve en maquis parce qu'il n'a pas accueilli bien Moudjahid à Alger lorsqu'il était docteur, donc il avait peur de la conscience des gens du FNL. Il raconte quelque chose de profondément humain, c'est-à-dire ce qui se passe tous les jours. Et nous, on a des mythes comme ça. Oui, de quoi je voulais parler? La scène du Haki, Hassan Hassani, qui a joué le rôle du Haki dans le film. Lorsque le petit garçon lui donne un morceau de pain, il lui jette par terre et lui dit ramasse-le. Et le garçon, il va pas le ramasser parce qu'il a un respect sacré pour le pain. Il va ramasser le pain, il va le poser sur une pierre pour le faire disposer aux bêtes. Un rapport qui a été raconté en quelques images que nous avons, nous les Berbères, avec la nature. Quand on parle aujourd'hui de la conscience écologique du monde, la conscience écologique des peuples autochtones, par exemple, comme les Amérindiens, chaque fois qu'ils tuent un bison, une bête, ils s'excusent de l'avoir tué. Parce qu'ils ne tuent jamais pour le loisir, ils ne tuent jamais une bête pour juste se faire plaisir, pour juste se goinfrer. Tuer la bête parce qu'il le faut. Comme le prédateur tue un autre gibier parce qu'il le faut. Et donc, nous, par exemple, les Berbères, nous avons un rapport sacré à la nature. Je continue, je m'arrête en temps. Alors, il y a dans la République de la ville beaucoup de mythes. J'ai parlé de Zebla. J'ai parlé aussi du mythe, si vous le connaissez, je suppose qu'il y a derrière ici Tichy, qui se souviennent encore, par exemple, peut-être. Il y a, dans les années 70, une fête à Ogal, dans les grottes, près de la grotte féerique, on fêtait le rite de Babalou. On se levait alors, en fin d'enfant, on avait un bouc bien repu pour le sacrifier. Et pour demander la bénédiction de Babalou, la bénédiction pour que les femmes enfants, pour que la sécheresse s'en aille, etc. Les mythes que l'on construit, les États construisent, aujourd'hui, on nous rapporte des mythes, avec tout le respect que j'ai pour la culture de l'autre, et on oublie nos propres. Bref, je vais pas trop m'étaler, si vous en avez l'occasion de le lire, vous allez le découvrir. Je préfère question en question si vous voulez. Merci. Ils puisent dans ma subjectivité, puisent dans mon vécu, dans mes lectures. C'est comme ça qu'est faite la littérature. C'est clair, c'est certain que quelque chose a dû m'influencer, notamment l'actualité mondiale, ce qui s'est passé récemment dans beaucoup de pays comme le Mali, etc. Il y a eu effectivement beaucoup d'articles. Et pour écrire par exemple ce passage, j'ai dû lire beaucoup de cas réels qui ont été vécus dans le monde. En effet, tu as raison sur ce point. Cependant, si Victor Hugo on a fait un personnage principal, moi non, je n'en ai pas fait un personnage principal. C'est un personnage un petit peu qui intervient dans le roman de temps à autre.
pour interpeller la conscience des hommes. À un certain moment, il va passer devant l'émir de la région de Zafaf, et l'émir, vers la fin, parce qu'il va commencer à entendre parler d'une révolte, lorsqu'il va passer devant sa voiture, il a failli l'écraser, son chauffeur a failli l'écraser, et là, il voit sa main, il se rappelle quelque chose. Et donc, il se dit, est-ce que c'est vraiment Dieu qui a dit ça? Est-ce que il ne fallait pas avoir du recul par rapport à ça? Parce que ne fallait-il pas lire uniquement le côté allégorique de la chose, c'est-à-dire quand on parle de couper la main, en vérité, on ne peut pas l'appliquer aujourd'hui, on va dire que c'est parce que le vol, et c'est pas bon, c'est une pathologie sociale. Donc, il ne fait pas l'histoire, mais l'histoire un petit peu comme je viens de dire ici, j'en suis un peu influencé. L'histoire orbite un petit peu sur son personnage, un petit peu sur le personnage. Il a parlé de bourgeoisie et oui, chaque société, elle reproduit ses inégalités d'une manière ou d'une autre. La démocratie est une idéologie qui donne tous les droits à la majorité. Gaston Miron, un grand poète québécois, il dit que la démocratie, c'est le rouleau compresseur de la majorité. Ça fait que la minorité, au nom de la démocratie, est réprimée. Des États aussi, on va dire, entre parenthèses démocratiques, que le Canada, que la Suède, que tout ce que tu veux, briment le droit des minorités. Il y a des endroits au Canada, même si le français et l'anglais sont deux langues officielles dans le pays, où tu n'es pas servi en langue française. Et ça, par exemple, lorsque nous enseignons dans des écoles francophones, on ne cesse pas de leur dire il faut que vous preniez en main cette question francophone. Si, par exemple, les francophones de l'Amérique, il y a 30, 40 ans, par exemple dans l'Ontario, ils étaient, je pense qu'on parle de quelque chose qui dépasse 20% de francophones, dans une province de presque 14 millions d'habitants, 13 à 14 millions d'habitants, la plus grande au Canada, ils sont aujourd'hui quelque chose entre 5 ou 6% de francophones, alors qu'ils étaient plus de 20. Pourquoi? Eh bien, parce que la majorité, il ne va pas t'effacer par la violence, mais il va t'effacer par la culture, par la culturation, par les livres, par l'incapacité à être servi en français. C'est un système quasi pédagogique d'effacement. Donc, les violences que subissent on va dire, les pauvres dans la République de la Bible, est la même que dans tous les pays, à ceci près, qui prend à chaque fois une couleur, une idéologie, etc. Tantôt c'est la démocratie, tantôt, etc. Même si la démocratie, on s'entend bien, c'est le système moins mauvais, on va dire, de tous les systèmes qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. C'est le mal, parallèlement à ce qui m'a déjà évoqué Jean Valjean, le personnage de Jean Valjean, donc, il a été puni pour un vol d'un tas. Il a fait 19 ans de balle. Donc Smith Deffer, il voulait se plonger sur la société. Et grâce justement, le paradoxe, grâce à un homme de culte, le père Myriel, il l'a sauvé, puis il est devenu, il faisait du bien, etc., jusqu'à sauver, jusqu'à se livrer à la justice pour sauver quelqu'un qu'on a accusé à tort à sa place. Je ferme la parenthèse. Donc ma question, il y a le bien, faire. Dans notre société, on ne voit le bien que sous l'angle de la religion. Pour que les gens apprécient une action ou quelque chose, il faut qu'elle soit un avis de religiosité comme ça, même si on connaît le. Est-ce que c'est l'absence, la démission de la société civile? Est-ce que, je demande l'avis de l'intellectuel que vous êtes, est-ce que c'est justement c'est l'élite qui ne joue pas de rôle?
pour éveiller, justement, éveiller la société, pour que ces actions culturelles, qui sont un véritable rempart contre l'intégrisme, puissent. Voilà, je voudrais. C'est une question compliquée, merci pour cette question. C'est une question complexe dans laquelle on peut s'étaler quasi infini. Cela dit, les causes pour ça sont nombreuses, voire innombrables. Je vais m'appuyer sur un exemple dans mon cas. Je dis toujours à des amis que la société, le Canada dans 50 ans, je sais à peu près comment il sera fait, d'un point de vue scientifique. D'un point de vue juste humain, c'est pas scientifique. On ne sait pas comment sera demain, personne ne le sait. Et je sais à peu près, nous savons à peu près comment sera la Suède dans 50 ans, comment sera le Danemark dans 50 ans. Pourquoi? Eh bien parce que leurs enfants, à l'école, on leur enseigne qu'il n'y a rien de plus sacré que le différence. On leur enseigne que la différence est une richesse, que la diversité nous enrichit. On leur enseigne, je prends mon cas dans l'école où j'enseigne, nous avons un mois, le mois de février, ça s'appelle le mois qu'on consacre pour, entre parenthèses, les noirs, pour rappeler aux enfants comment des millions d'êtres humains ont été chosifiés, pour reprendre un mot de nécessaire, réduits à pire que des animaux, ont été asservis, ont été assassinés, violés, violentés, dans l'espace aussi bien le commerce triangulaire entre l'Europe, l'Amérique et l'Afrique, mais aussi dans l'espace musulman, où je le traite dans le premier roman, La coureuse des vaches. C'est un sujet tabou. On leur enseigne aux enfants, nous avons des journées contre l'intimidation. L'intimidation n'est pas que physique. Une petite, t'as pas le droit de dire à un enfant tu es obèse, t'as pas le droit de dire à un enfant tu es autiste, t'as pas le droit. Et quand tu es devant tes élèves, ils l'ont intégré dans la vie de tous les jours. Ça veut dire la société de demain, on la sait maintenant. On la sait par les valeurs de vivre ensemble. On l'a dessinée pour se rappeler des grandes guerres, parler par exemple de la Deuxième Guerre mondiale, pour rappeler aux enfants qu'on a assassiné 5 millions de juifs, pour la simple raison. Non pas qu'ils aient été ceci, qu'ils aient fait le mal ceci, parce qu'ils étaient juifs. On leur enseigne le grand mouvement de l'expansion coloniale, comment des peuples entiers, des continents entiers, comme l'Afrique, dans l'Algérie, ont été colonisés, chosifiés, violés, violentés au nom d'une vérité. On leur enseigne tout ça. Et on essaie de les propulser dans le vivre ensemble, dans la multiplicité. Et bien, le Canada de demain sera à peu près fait comme celui d'aujourd'hui. C'est-à-dire, depuis que je suis au Canada depuis en 2006, je n'ai jamais vu une bagarre dans la rue. Depuis que je suis au Canada en 2006, je n'ai jamais vu quelque chose de violent, à part peut-être des petites altercations dans un truc sportif. Ils ont leurs voyous, ils ont leurs criminels pendant même la société. Mais il y a une sorte de mythe. Au Canada, on dit que les Canadiens ne ferment pas leurs portes. Ce n'est pas souvent le cas. Mais ils ne ferment pas leurs portes, c'est-à-dire si on prend la chose, ils pensent que si on ferme la porte, ça veut dire qu'on se met dans une prison. On a le choix de voir l'autre comme un ennemi potentiel ou comme un ami potentiel. Alors, quand on construit des maisons avec de grandes murailles, du fil barbelé, etc., en vérité, nous reproduisons les murailles que nous avons dans nos cœurs, dans nos têtes. Et quand il y a un grand, je ne me rappelle pas le nom, quand il trouve quelqu'un, une petite anecdote, quelqu'un qui met à sa maison et dit attention, un chien dangereux. C'est-à-dire, il risque de te tuer le chien. En vérité, ce n'est pas le chien qui est dangereux. Il y a dans sa tête la possibilité que l'être humain meure parce qu'il est. Non. Donc, ça s'indique, ça se travaille. Ce n'est pas idéaliste, mais les Européens, les Occidentaux ont vécu plus d'un millénaire du Moyen-Âge. Donc,
un tas de choses. Lorsque j'ai envie de parler un petit peu du Moyen-Âge, lorsqu'on parle du Moyen-Âge, nous reproduisons un petit peu les choses qu'ont vécu les Occidentaux au Moyen-Âge. Il suffit de lire, par exemple, le corps au Moyen-Âge de Jacques Le Goff, les relations commerciales au Moyen-Âge, etc. Au Moyen-Âge, le Moyen-Âge, ce n'est pas l'époque quand il commence tel siècle. L'histoire n'est pas faite comme ça. Mais dans l'époque la plus simple du Moyen-Âge, on ne croyait pas au corps, on croyait à l'âme. Parce que, par exemple, chez les corps nus. Et donc, ils se sont opposés des constats. Le sport, il avilit l'être humain. C'est le péché. Le corps, le fameux péché, Adam et Ève. Au Moyen-Âge, le sport a disparu dans. Il restait juste le fameux combat à cheval. Au Moyen-Âge, on ne croyait pas aux médecins. Parce qu'il ne fallait pas dire que le médecin soigne. S'il soigne, ça veut dire qu'il fait concurrence à Dieu. C'est Dieu qui guérit. Jusqu'à, je ne me rappelle pas quel pape, qui à la découverte des vaccins contre la rougeole, la jaunisse, etc., il avait une fameuse déclaration que tu peux retrouver sur Internet où il disait, je ne me rappelle pas quel pape, que celui qui croit que le vaccin guérit désobéit à Dieu. Pourtant, les vaccins ont sauvé l'humanité. Donc, cette pensée que nous colportons, que les gens colportent aujourd'hui, c'est bien que les gens croient parfois à la guérison par l'amulette, par la sourate, etc., que beaucoup plus que par un médecin. Nous y sommes. Donc, la société de demain, elle se travaille par le café littéraire. Le café littéraire, c'est génial. On va s'élever au débat, à la discussion, par des festivals, par la nature et la horreur du vide. Il faut qu'on s'approprie l'espace public. Quand tu parles du bien, je fais du bien pour atteindre un objectif. Le bien, le mal, parce que oui, ça c'est malheureux, c'est vraiment malheureux. Lorsque tu vois par exemple les médecins qui œuvrent au sein de Médecins sans frontières, désolé de le dire, il n'y a pratiquement aucun médecin musulman, je me trompe peut-être, aucun musulman. Les statuts de Médecins sans frontières ne permettent pas aux médecins algériens d'y être. T'as raison. Ça, je sais. Ce que je veux dire par là, tu vas rencontrer en Occident des médecins qui ont sacrifié des carrières d'$1 million par année pour aller aider des gens pauvres dans des conflits, dans des guerres. C'est quoi le bénéfice qu'ils en retiennent? Et pourtant, parfois ils croient en Dieu, parfois ils n'y croient pas. Ça veut dire qu'il y a une éducation qui a dépassé les limites tracées au cordeau idéologique de la religion. On peut vivre dans nos différences. Tu es croyant, il est incroyant, il est athée, il est ceci. On peut vivre dans le respect de chacun. Ta foi, je la respecte. Ma croyance, tu la respectes. Cela dit, la place publique, elle nous appartient tous. On va partager le couscous berbère parce qu'il est devenu un plat universel. On va partager la pizza italienne parce qu'il est devenu un plat universel. Ça nous enrichit. Mais les choses qui nous font se bagarrer, elles ne nous enrichissent pas, elles nous rendent petits. Je donne l'exemple. Est-ce que l'Algérie de demain, on va dire dans un siècle, est-ce qu'il va vivre uniquement avec des musulmans? Je pense que non. Je pense que dans son temps, avec la géographie, la géostratégie, ce qui se passe dans le monde, les migrations, les gens bougent d'un côté ou d'un autre, les sécheresses obligent les déplacements, etc. Ça veut dire qu'on sera obligé de vivre ensemble, quelle que soit la différence. Et les pays qui acceptent aujourd'hui de construire une mosquée pour les musulmans, construire un temple pour les bouddhistes, une église pour protestants, pour les protestants, ou orthodoxes pour les orthodoxes, etc. Ils ont compris une chose. Ils ont compris qu'il y a des différences. On peut vivre avec nos différences. T'as ta mosquée, j'ai mon temple, j'ai mon espace laïque, tu peux l'appeler comme tu veux. Mais l'espace public est laïque. Il n'est pas religieux. Il n'est pas confessionnel. Mais ça n'empêche pas qu'on puisse vivre. Merci. Secrétaire, donc pourquoi je vais faire le frère, le frère, peut-être pas le humanisme.
Oui, non mais maintenant c'est d'un point de vue philosophique, khair ou le mal. Non, juste pour arriver à un point pour vivre ensemble. Mais oui, Il suffit juste, d'après moi, c'est mon avis, changer de terme khair, pas de terme l'humanisme. ouais. Est-ce que je vais répondre simplement? Les mots, ils viennent de quelque part. Les concepts, ils viennent de quelque part. C'est la grotte des concepts de morale. Nietzsche découvre que la morale est une création sociale. Parce que pour un cannibale, le cannibalisme n'est pas immoral. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Il dit que, grosso modo, pour l'expliquer, c'est votre philosophe qui était cette spécialiste, lorsque un médecin, un orthopédiste, tient entre ses mains la jambe de quelqu'un, en fait, il la tient avec dans la mémoire deux millénaires de christianisme. Lorsque un médecin musulman tient entre ses mains une jambe, un os d'un être humain, il le tient, il ne peut pas se détacher entièrement de 15 siècles d'histoire. Donc, ce sont des cultures que l'on travaille, mais en même temps, on évolue. Par exemple, vers l'humanisme, et la preuve en est, c'est que la plupart des sociétés qui œuvrent pour le bien-être mondial, elles sont humanistes. Elles ne sont pas religieuses, parce que quand elles sont religieuses, elles sont conditionnelles. C'est-à-dire, je t'aide à condition que tu sois musulman. Mais l'altérité de finance, il a dépassé ça. Il faut aller vers plus loin que ça. Je te respecte pour ce que tu es. Ma religion, ma race, la race humaine, disait Nécessaire. Ma race, la race humaine, ma religion, la fraternité. Et au-dessous de ça, tu peux être musulman, tu peux être chrétien, tu peux être musulman. Salam alaikum, bonjour. Il y avait une question avant, après ça. D'abord, je félicite les amis de l'association Assaké pour avoir créé cet espace d'échange et de démocratie et d'humanisme en quelque sorte. Un agora grec ou un agora amazigh, parce qu'ils nous ont évacués de cette civilisation humaine à laquelle nous avons apporté notre pierre réellement, mais bon, c'est eux qui écrivent l'histoire, donc Et je me félicite aussi du fait que ce soit le Ounes Hassani qui inaugure ça, pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est le fils de la région, et c'est un symbole, c'est plus qu'un symbole que le fils de la région inaugure cette activité, parce qu'il n'y a que les enfants d'une terre qui peuvent la travailler. Il ne faut pas se tromper. D'ailleurs, donc il y a de ça. Deuxièmement, je pense sincèrement que c'est un auteur. C'est un auteur, j'ai lu son premier livre, je l'ai reçu comme quelque chose, c'était vraiment un événement dans mes lectures. Parce que je lis beaucoup quand même si je lis lentement, je suis en train de lire le deuxième, contrairement à toi, j'ai un peu plus avancé, je suis arrivé à peu près à la page 30-35, je suis arrivé à Tourne, là où il torture les... Voilà, oui, sur l'islam. Par contre, le style, ce n'est pas du tout Victor Hugo. Quoique je lui souhaite de faire une carrière d'écrivain comme Victor Hugo. C'est un des écrivains les plus prolixes dans le monde de l'histoire de la littérature mondiale. Et à titre d'exemple, pour une anecdote, Victor Hugo, il écrivait debout. Il ne s'asseyait jamais quand il écrivait. Il se met debout, il avait une table à sa hauteur, il écrivait debout. Il a dit, si j'ai pas mal aux jambes lorsque j'écris, les idées ne me viennent pas. C'est quand même... Donc, mais par contre, je trouve qu'il y a des influences plus un peu maghrébines, orientales, un peu... Ça tourne un peu en rond. D'ailleurs, quand tu as parlé de ton roman, tu as donné un peu l'impression peut-être aux gens que tu as raconté l'histoire. Mais non, il n'a pas du tout raconté l'histoire. Parce qu'il y a énormément d'histoire dans son histoire. Ça tourne en rond, c'est très riche. Donc il a donné... Voilà, je trouve que c'est très bien quand tu as parlé des trois personnages importants, parce que ça permet au lecteur de fixer un peu de se fixer sur le texte. Mais sinon, la question que j'ai envie de te poser, tu as parlé d'Andalousie.
la civilisation andalouse à laquelle nous avons participé. Et Maziren, ils ont participé à la civilisation andalouse. Aujourd'hui en Espagne, ils nous appellent les Moarnikiliens. Quand ils disent arabe, ils parlent du Moyen-Orient et de l'Arabie. C'est Moros. Et pour eux, c'est notre civilisation. Donc, tu peux ajouter dans tes conférences, quand tu parles en Occident, que les Andalous ont inventé l'amour. Hey, ils ont inventé l'amour, c'est dans un texte de la musique andalouse. Les 24 louba, il en reste que 12, on dit. Il y a un très beau texte chanté par Bejar Hal, où elle dit et c'est un texte, un vieux texte de l'époque. Parce que la chanson andalouse, la musique andalouse, elle nous transmet aujourd'hui l'esprit de cette époque-là. Et ma question, comment se fait-il qu'on a inventé l'amour à cette période, nous l'avons transmis à l'Occident, et aujourd'hui nous ne nous aimons pas assez? Voilà. Ou pas du tout. Alors, Fatah, comme d'habitude, c'est des questions-réflexions. Il en a l'habitude, il ne peut pas s'en empêcher, parce qu'il est professeur, entre autres, universitaire. Mais merci pour cette question, parce que ça me permet de parler exactement d'un voyage que j'ai fait récemment en Espagne. J'ai eu l'honneur et la chance de visiter les palais de la Rambla. Une merveille architecturale. Et lorsqu'on y pose le pas, on se dit simplement, on a le frisson qui parcourt les Chines, et on se dit, c'est mes ancêtres qui ont fait ça. Il y a combien de siècles, il y a plus de millénaires, alors qu'aujourd'hui, nous n'arrivons même pas à débattre de questions simples, combien de ceci ou cela, on est embourbé dans des questions aussi banales que alors que nos ancêtres, il y a combien de siècles, ont construit des merveilles architecturales. Ils étaient tellement merveilleux qu'à la reconquête espagnole, le roi voulait détruire ces palais. Ils étaient tellement beaux qu'il n'a pas eu le courage de les détruire. C'est les plus beaux, si on en rajoute celui de Tolède à Cordoue, c'est les plus beaux. Tu as toutes les nationalités du monde qui viennent visiter l'endroit. En fait, le palais de l'Alhambra, ce n'est pas un seul palais, il y en a plusieurs. Sur une colline au-dessous de la grande montagne, la Sierra Nevada, que j'ai eu aussi l'honneur de visiter. Alors, c'est Grenade, il est au-dessus de Grenade, et ce qui est beau dans Grenade, tous les bus, tous les commerces, tous les magasins, te rappellent d'une manière ou d'une autre l'Alhambra. Les bus touristiques, ils sont tous écrits avec la première lettre Qaf, la langue arabe, et Renada derrière. Tu comprends en anglais qu'ils assument leur histoire, qu'ils assument ce qu'ils ont vécu, ce qui avait été construit par l'homme musulman, en l'occurrence l'Africain du Nord. Le palais de l'Alhambra, tu y vois l'Andalousie d'il y a combien de siècles, où il était possible de vivre ensemble entre le chrétien, le musulman, le juif. On faisait appel aux musulmans pour les arabesques, pour leur avancer à l'époque en architecture. C'est-à-dire, d'ailleurs, il y a un palais à côté, dans les palais de l'Alhambra, c'est un palais chrétien. Les historiens, les spécialistes disent que c'est un palais qui a enlaidi le paysage, parce qu'il ne peut pas égaler la beauté des autres palais. Et quand tu circules parmi ces palais, tu as l'impression de redécouvrir, de faire connaissance avec tes ancêtres. Tu découvres comment ils y ont bâti un système d'irrigation. Les bâtiments illogiques de l'Alhambra, comme disent certains architectes. Parmi les premières fois dans l'histoire où on a mis la nature, quand on parle d'écologie, au milieu de l'être humain. Tu es dans un palais, tu as des oiseaux, tu as des poissons, tu as des petits ruisseaux, tu as une nature qui ne violente, tu as une architecture qui ne violente pas la nature. Et puis tu as à côté des palais de l'Alhambra, une autre merveille architecturale, l'un des quartiers les plus populaires, le plus populaire de Grenade, c'est le quartier d'El Baïssoun.
C'était les musulmans, les morts, qui avaient fui la reconquête espagnole. Ils se sont installés sur une colline qu'on appelle le quartier d'Albaïs. Voilà, une architecture merveilleuse, parce que j'ai eu l'occasion d'y séjourner, où c'était une architecture typiquement andalouse, avec des rues bien pensées, avec des palais à l'intérieur fantasques, incroyablement beaux. Comment ces musulmans, bien, ces berbères, ces gens qui avaient un rapport à l'autre ultra développé il y a combien de siècles ont pu faire ça? Alors qu'aujourd'hui, nous avons, comme dit Mohamed Bacon, à partir du XIIe siècle, on a fermé le livre de la pensée. Les Mu'tazilites, les Karmates, qui ont créé un mouvement capitaliste qui a duré au Babylonie, en Irak actuel, plus de 2 siècles. Les Halaqat, le Kalam, lorsque les philosophes débattaient à Bagdad avec des contradictions énormes, des penseurs comme Abul Alam Ali, il y a des gens qui considèrent comme parmi les premiers penseurs existentialistes, des philosophes, des penseurs comme Averroès, comme Al-Farabi, une astronomie de laquelle qui a fondé la pensée et l'astronomie moderne. On dit que Copernic et Newton, s'ils sont inspirés, c'est pas moi qui le dis, c'est des scientifiques spécialisés. Alors, on se dit aujourd'hui, c'est incroyable, on a effectivement exporté énormément de choses. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes les gens fanatiques de l'Europe, de l'Afrique du Nord, quand on parle des Hutus qu'on essaie de nous enseigner comme une référence, étaient partis en Andalousie pour détruire la civilisation matérielle. L'islam politique ne reconnaît pas la civilisation matérielle. La civilisation matérielle, ça veut dire un palais, ça veut dire des livres, ça veut dire des routes, ça veut dire une ville, ça veut dire etc. Et alors que l'islam ancestral, avec tous ses défauts, il reconnaissait la civilisation. La civilisation ne peut être que matérielle. C'est-à-dire, toute cette race aujourd'hui, d'ailleurs, quand nous sommes rentrés dans la personne avec laquelle j'ai été, il me dit, heureusement, inconsciemment présent, heureusement, que ces merveilles ne sont pas situées dans le monde musulman. C'est grave d'un côté. Parce qu'il me dit, s'ils étaient dans le monde musulman, comme Tombouctou, dont j'ai parlé dans la cour des éléphants, comme les merveilles architecturales en Irak, peut-être on les aurait détruites. Les palais de l'Alhambra, entre parenthèses, pour parler un petit peu du rapport économique, 7 à 10 000 visiteurs par jour, plus de 2 500 000 visiteurs par année. Multiplie ça par, je ne sais pas, 30, 40 euros la rentrée, et tu as le chiffre. Ensuite, après le chiffre, multiplie ça par 10 par rapport aux richesses créées à côté, le commerce qui travaille, le stade qui travaille, la location qui travaille, les voitures qui travaillent. C'est-à-dire nos ancêtres, d'il y a plus d'un millénaire, continuent jusqu'à aujourd'hui de faire vivre une grande partie de l'Espagne. J'espère que j'ai répondu. Évidemment. C'est à lui que ça s'est passé, c'est lui qui raconte. Mais c'est Platon qui raconte l'histoire dans la République. Aristote dit ceci. Il dit, imaginons, à son disciple, il dit, imaginons qu'il y a 3 enfants, 3 bébés nés, tout juste nés, on les attache dans une grotte, l'un à côté de l'autre, ils sont assis de telle sorte. Et aucun de ces enfants, de ces êtres humains, ne peut tourner ni à droite ni à gauche. Ils sont 4. Ils sont à l'intérieur d'une caverne, d'où l'allégorie de la caverne. Leur monde intelligible, sensible, se résume à la paroi devant de la grotte. Et derrière eux, il y a un feu allumé. Et des gens passent avec des cartons, des cartons en forme de choses que nous voyons tous les jours. On passe avec un cheval en carton, on passe avec un soldat en carton, on passe, etc. Et grâce à la lumière du feu, l'homme va se dessiner devant eux. Donc ils la regardent depuis leur naissance jusqu'à ce qu'ils deviennent des hommes. Ils sont.
Qu'est-ce qui va se passer avec ces 4 ans? Ils n'ont aucune connaissance de ce qui se passe à l'extérieur. Ils n'ont jamais vu un être humain de leur vie à part. Eux-mêmes, ils ne se connaissent pas entièrement parce qu'ils ne peuvent pas tourner. Donc leur monde, il se résume à cette réalité. Avec le tout, ils vont créer un langage pour appeler le cheval, le carton, quelque chose. Ils vont, etc. Ils vont se créer des jeux, à la limite, pour essayer de deviner, lorsque les ombres passent, laquelle des ombres passe avant l'autre, qui va deviner juste. Ils vont c'est-à-dire leur nom se résume à ça. Toute leur vie. Et puis il dit Socrate, dans la Platon, imagine après qu'il soit devenu adulte, qu'on aille dans la caverne et qu'on prenne l'un des 4 hommes qui sont devenus des hommes et qu'on la ramène à l'extérieur de la caverne. Qu'est-ce qui va se passer? Lorsque la lumière du soleil commence à apparaître, déjà, l'homme en question va être ébloui. Il n'est pas habitué à cette lumière. Et lorsqu'il monte encore davantage, la lumière du soleil va l'aveugler totalement parce que toute sa vie, il a vécu dans un presque noir avec un peu de lumière qu'il voit devant. Il ne sait même pas c'est quoi l'origine. Et là, il va monter jusqu'à ce que celui qui lui tient la main, il va lui faire découvrir petit à petit le monde intelligible que nous voyons tous les jours. Ça s'appelle le soleil, ça s'appelle le cheval, ça c'est l'herbe, ça c'est des oiseaux, etc. Et là, donc il va commencer à naître un autre monde. Aristote dit, imagine maintenant, après tant d'années d'éducation, etc., qu'on le retourne dans la caverne. J'ai oublié de vous dire, dans la caverne, lorsque le bonhomme veut le prendre pour sortir de la caverne, ses amis vont lui dire, non, ne commets pas cette bêtise. Il ne faut pas aller dans le monde intelligible, il va se passer quelque chose d'horrible. Et là, quand il revient vers eux, pendant ce temps, ils vont discuter entre eux. Ils vont se dire, mon Dieu, quelle bêtise il a commis. Il va se perdre. Lorsqu'il revient après tant d'années, et donc il a découvert le monde avec ses fleurs, et lorsqu'il rentre, déjà, il va avoir de la difficulté à s'habituer à la lumière de la caverne. Là, ils vont se dire entre eux, dans leur propre langage, t'as vu, la preuve de ce qu'on a dit. Il a perdu son sens de la vue. C'est grave ce qu'il a fait. Et puis, il va rester quelque temps avec eux, on va l'inviter à jouer à un jeu qui va deviner l'ombre qui va passer au premier. Donc, il va perdre. Parce qu'il a oublié le jeu avec le temps. Et là, ils vont éclater de rire de lui, ils vont se moquer de lui. Mais comment a-t-il fait? Il a commis la bêtise de sa vie, etc. Mais au fond du bonhomme qui a vu le soleil, la vie, etc., qui va se dire, votre petite victoire ne vaut rien du tout devant ce que j'ai découvert. C'est une théorie, c'est une allégorie qu'on utilise pour le conditionnement, pour revenir à ta question. Qu'on utilise en psychologie, qu'on utilise dans plein de sciences aujourd'hui, pédagogie. Tu conditionnes un être humain à devenir un tueur, il va devenir un tueur. Tu conditionnes un être humain à devenir tout ce que tu veux, c'est facile à faire. Il suffit, regarde, on convainc les enfants de poser des bombes dans des histoires. Un enfant. Ça veut dire quoi? Par exemple, il y a les intellectuels dans le monde, ils sont dus en partie au recul des sciences humaines, au recul de la philosophie dans l'école, au recul de l'anthropologie, de la sociologie, etc. Parce que la philosophie, elle te dit, tu poses la question, le doute, la remise en cause, la raison. Il n'y a pas de vérité absolue. Et donc, effectivement, c'est comme l'histoire de l'allégorie de la caverne, tu élèves un homme dans un espace fermé. Il va croire que le monde s'arrête à son pays. Il n'a jamais quitté son pays et plein de préjugés. Il suffit de bouger un petit peu au village d'à côté, tu vas découvrir qu'ils ont une autre vérité, qu'ils ont une autre langue. Ils ont fabriqué quelque chose qui n'a rien à voir avec. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une autre possibilité de regarder le monde. Ça veut dire que si j'étais né tibétain au Tibet, je serais probablement bouddhiste. Si j'étais né en
serais probablement animiste. Ah, là tu commences à relativiser ta vérité que tu penses indiscutable. Et pourquoi le débat, justement, la discussion, la philosophie fait peur aux dictateurs? Parce qu'il pose la question de la différence, il pose la question de la multiplicité, il pose un tas de questions. Et la valeur, justement, lorsque, par exemple, on endoctrine un enfant, dans les sociétés occidentales, nous ici, dans beaucoup de pays, on apprend à l'enfant comment penser. Dans les sociétés, entre parenthèses avancées, ils apprennent à l'enfant à penser. C'est différent. C'est-à-dire, on lui dit, toi, tu as un penchant pour l'art, ok, je vais t'avantager de ce côté-là pour que tu ailles du côté des arts. Toi, tu es du côté, on va t'avantager. Et ça te fait une société multiple, une société qui s'enrichit avec toutes les possibilités.